Bonsoir tout le monde! Bienvenue à ce live en direct pour le Gala du roman québécois, mais pour 2026 parce qu'on est un petit peu en avance. J'aime bien ça parler des futures publications lorsque la saison est commencée, puis, l'hiver est commencé depuis le 21 décembre, je pense, cette année, 2025. 11 Donc, novembre, si on techniquement se fie à la météo. oui, effectivement, effectivement. Donc, comme d'habitude, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un petit tour de toutes les maisons d'édition québécoises qui vont publier des romans à l'hiver, donc à partir de maintenant jusqu'au 20 mars. Et on va vous parler de titres, on va vous parler de dates possibles de sortie et on va vous faire des petits résumés. On a quelques petits visuels aussi, parfois, que j'ai réussi à dénicher à certains endroits. Donc, c'est ça notre objectif de ce soir. Là, si vous êtes comme, oui, Sylvain, il s'en vient, on a des petits problèmes techniques, mais pour l'instant, vous avez le droit à Caroline et moi en primeur. Euh, donc, je vais faire de la petite poutine avant qu'on commence. L'année 2025 est pas terminée pour le Gala du roman québécois. Donc, si vous avez lu des livres, des romans québécois cette année, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site web ou sur l'Instagram, puis entrez vos notes. Si vous avez aimé le livre, si vous l'avez pas aimé, allez mettre des notes. C'est super important. Ça nous donne une vision plus globale du livre, de si les gens l'ont apprécié ou pas. Donc, ça, c'est ma petite poutine pour cette année. Y a-tu d'autres poutines? Ah oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait un tri. Parfois, il y a des erreurs, parfois, il y a des méprises, parfois, c'est des romans jeunesse, parfois, c'est des tombes copains. Donc, on a quand même des critères assez serrés pour le Gala du roman québécois. Les récits ne sont pas acceptés. Donc, parfois, les auteurs, pas les auteurs, mais les maisons d'édition sont très bons à faire la différenciation sur leur site web, mais parfois non. Donc, lorsqu'on se rend compte que c'est un récit, on l'enlève de l'éligibilité. Aussi, tout ce qui est des personnages qui reviennent, là, par petit aparté, là, le livre de Patrick Sénécal qui vient d'être sorti, il y a des personnages qui proviennent de ses autres livres. Donc ça, là, c'est non, c'est pas éligible pour nous parce qu'on ne sait plus où tracer la ligne. Donc ça aussi, là, il y a une couple de romans que j'ai vu passer que j'étais comme « Ah, zut, il y a des personnages d'un autre livre. » Donc même si c'est pas des suites, même si c'est pas nécessairement des tombes copains, mais s'il y a des personnages qui ont déjà existé dans un autre univers, c'est non. Alors voilà, c'était un exemple, mais il y en a eu d'autres cette année, entre autres celui de Joanne Seymour que je voulais vraiment lire. Puis lorsque je me suis rendu compte que c'est les mêmes enquêteurs, ça ne pouvait pas être possible. Donc, on va commencer doucement, puis on verra si Sylvain réussit à sortir de ses enjeux techniques. Au pire, on passera les maisons d'édition de Sylvain, on le fera un petit peu en désordre, puis on alternera entre Caroline et moi. On a de la petite visite avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On a un petit lecteur. Oups, là, déjà le retour de mes vidéos. Bref, bon, les fleurs à soir. On est bien content que tu sois là, sous le ciel, qui nous fait un petit youhou. Alors, c'est parti. On commence avec A, donc A éditeur. J'ai 2 titres pour A éditeur. A éditeur, c'est une maison d'édition qui, de façon générale, annonce pas très longtemps d'avance les publications. Donc là, pour l'instant, j'en ai juste 2 titres qui devraient sortir le 7 janvier, mais entre vous et moi, il est fort probable qu'il y en ait 15. C'est une maison d'édition qui publie beaucoup, mais qui annonce pas ses trucs d'avance. Donc, je vous parle de ces 2-là. Je vous cherche un petit visuel. J'ai trouvé ça en primeur. Elle est un peu flou, là, mais sur son Instagram. Fait que, oups là, je le cherche. Il est ici partagé. Voilà, ici. Donc, premier titre de Caroline Dufresne, Destin et bout du monde. Ça devrait être publié le 7 janvier. Donc, la protagoniste se fait offrir d'être demoiselle d'honneur pour le mariage d'une de ses amies en Nouvelle-Zélande. Ça te tenterait-tu, ça, en Nouvelle-Zélande? Quand même, hein?
Alors, elle dit oui, certainement. Puis rendue là, ben, elle se rend compte que le témoin du marié, c'est un garçon vraiment séduisant. Il se nomme Martin, Marteen. L'orthographe est quand même particulière. Donc, Martin, c'est un homme, par contre, un petit peu cliché, là, qui est plein de blessures, qui fuit l'attachement, il a vécu de l'abandon. Il désire rester loin d'elle, mais la passion prend le dessus pour le meilleur ou pour le pire. Donc, si ça vous tente de faire un petit voyage en Nouvelle-Zélande, ça se passe avec ce roman-là. Et complètement ailleurs, on s'en va. Le deuxième titre, c'est À cœur armé. Donc, je vous montre la couverture. C'est une belle couverture quand même, celle-là. Elle a du style. Hop, hop, hop. Voilà. De Marie-Ève Bourgault. Puis, je dis ça pour la couverture. Tu sais, il y a eu une manifestation au Salon du livre de Montréal contre l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les couvertures. Puis, il y a plusieurs maisons d'édition qui se sont positionnées en faveur ou en défaveur de l'intelligence artificielle, en faveur des créateurs québécois. Donc, ça se peut qu'on ait des couvertures moins moins empreinte d'intelligence artificielle parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui semblaient l'utiliser déjà. On ne veut pas lancer des pierres parce que c'est pas nécessairement marqué, mais semblerait que parfois. Donc, on a À cœur armé de Marie-Ève Bourgault qui devrait sortir le 7 janvier aussi. Donc, on est dans les plaines sauvages de l'Ouest américain, un endroit où les gens sont en mode survie à chaque instant de leur vie. Puis, on a Annabelle, qui a rien demandé de tout ça, mais elle va se faire attraper par une bande hors-la-loi qui va l'arracher à tout ce qu'elle connaît. Elle est donc contrainte de les suivre et de suivre, entre autres, le leader de ça qui s'appelle Christopher ou Christopher. Et donc, après un règlement de compte, Annabelle devient un témoin un petit peu gênant dans la vie de Christopher. Sa vie est donc menacée. Sauf que Christopher n'est pas insensible à ses charmes. Alors, il est bien possible qu'il la garde parce qu'il la trouve bien jolie. J'imagine que c'est pour ça que ça s'en va. Donc, voilà pour A éditeur. Là, on a des petits bonsoirs, puis on a mon chien qui est fâché, puis on a Sylvain qui est prêt, je pense. Sylvain, Oui, t'es prêt? Hey, allô je... Sylvain? Hey, bonjour. On l'a trouvé! Hop, Oui, il a l'air un peu gelé. OK, non, t'es bon, t'es de retour. ok, oui, Prends un petit 2 minutes, Sylvain. Je vais juste dire bonjour à ceux qui sont et ceux et celles oui. qui sont arrivés plus tard. Donc, Magali, un petit salut. Isabelle, bonsoir à vous deux. On est trois, finalement, il était caché. Chêne sauvage, bonsoir. Et Sous le ciel qui dit « On ne lance pas de pierre, mais clairement, les ongles de cette femme n'ont pas été dessinés par un humain. » Bon, voilà. Ah, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Est-ce que tu as un petit peu plus de temps, Sylvain? Ou... Moi, je suis aussi près que je pourrais l'être. Bonjour tout le monde, j'arrive en retard, je suis désolé, j'ai eu quelques problèmes techniques, j'ai patiné fort fort. Tout ça pour vous dire tout ça pour vous parler de livres sur lesquels j'ai vraiment pas beaucoup d'informations. Fait que c'est ça Certain, qui hein, va se ouais. passer. Donc, moi, je suis là pour vous parler d'Alire. Oui! À lire, il y a 3 titres qui s'en viennent. Pas énormément d'informations sur aucun des 3. Le premier, c'est un roman de Philippe Aubert-Côté. Ça s'appelle La maison au tatouage d'encens. D'ailleurs, nous 3, on vient de lire Poppy Play de cet auteur-là. C'est sur son non, c'est sur son Facebook que j'ai trouvé l'information suivante. Donc, la maison au tatouage d'encens ouvrira ses portes le 11 février prochain. Si, dans Poppy Play, Lord Moondreamer arpente la frontière du sommeil et de l'éveil, dans la maison des tatouages d'encens, c'est vous qui marcherez au seuil des rêves, à moins que les cauchemars rôdent sur votre seuil. Donc, ça sort le 9 février, comme je l'ai dit, et moi, j'ai bien hâte de lire ça. J'ai bien hâte de lire ça, ça pique ma curiosité. Ah, et je voulais parler aussi de la promotion qui était vraiment particulière. Au Salon du Livre, Philippe Aubert il donnait des cartes sur lesquelles il y a des règlements d'un jeu
qui a l'air vraiment glauque. Mais on ne sait pas c'est quoi le jeu, on ne sait pas c'est quoi le rapport. Donc, c'est un peu une espèce de la promotion un peu mystérieuse. On ne sait pas trop d'où ça sort, qu'est-ce que ça va donner. Donc, mais ça fonctionne. Moi, je serais curieux. C'est intrigué. Eh, mais moi, j'ai une question. Là, dans la description que tu nous en as faite, il parle de Poppy Play, fait que tu as un lien entre les Mais deux je pense qu'il histoires? parle de. Je pense pas. Moi, la façon que je le comprends, c'est que il parle de Poppy Play parce que ça vient juste de sortir, puis c'est Ouais, ça, là. Il parle de son monstre dans Lord Moondreamer. C'est c'est son monstre dans Poppy Play, mais là, je pense qu'il essaie ouais. de faire un parallèle pour dire, en fait, ce qu'il racontait au Salon du Livre, c'est que c'est un autre roman d'horreur. OK. Parce que par le passé, il a fait autre chose, il a fait de l'urban fantasy, mais, euh, mais c'est ça. OK. Donc, je pense pas, sous toute réserve, mais je pense que c'est juste un rapprochement entre ces deux œuvres horrifiques. Parfait. Ça marche. Mais on gardera un œil, là, au pire, s'il y a quoi que ce soit, on On réajustera. réajuste. Voilà. Parfait. Ensuite, il y a Luc Dagenet qui publie Greffe tout inclus. Ça, c'est le 9 février. On n'a pas de visuel. On sait que c'est un premier roman. Luc Dagenet a publié des nouvelles dans des revues littéraires, mais pas de roman. Donc, c'est son premier roman. Et c'est la seule info que j'ai. Donc, il y a ça qui s'en vient. Et finalement, le troisième livre, c'est Cédric Ferrand. Ça s'appelle Le Tour du monde en un jour. Ça sort le 9 mars. Et ça, c'est. Lui, il a déjà écrit plusieurs romans chez Alire, tous publiés chez Alire. J'ai aucune info sur celui-ci. Donc, encore une fois, à suivre. Alire, j'ai beaucoup de respect pour Alire. Ils ont publié certains des auteurs que j'aime vraiment beaucoup. Mais j'aime pas leur site et je n'aime pas la façon dont ils font leur promotion. J'aimerais, tu sais, quand les livres s'en viennent dans la librairie là, dans un mois, j'aimerais pouvoir en parler, puis j'aimerais pouvoir en faire des résumés, en lire des résumés. Je veux Mais plus ouais. d'infos. Non, c'est assez difficile. Puis c'est pas très Hmm. clair. Tu sais, je sais qu'à chaque année, lorsque je fais des recherches, je finis tout le temps par trouver des rééditions, puis c'était pas clair que c'en était Hmm. une. Puis parce que Cédric Ferrand, ça fait plusieurs fois que je le mets dans nos lives, puis finalement, je suis comme, Hmm. ah non, finalement, c'est une réédition de 2014. Fait que je n'étais Hmm. même pas sûre si c'était ça. Finalement, je pense que non, mais effectivement, on aimerait un petit peu plus de clarté s'ils nous écoutent dans l'univers. Puis il y a aussi, ben, tu sais, il y a la collection grand format qui est Oui, rééditée en format poche, mais il y a aussi une nouvelle collection qui est intéressante, là, uniquement. dans laquelle Poppy Play était publié justement. C'est des romans courts, mais des fois, c'est dans l'univers d'un autre Ouais. roman, des fois, ce l'est pas, c'est jamais clair. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un peu plate pour ça. Si vous avez un contact avec la maison d'édition, je pourrais peut-être leur écrire, là, puis leur dire, tu sais, on essaie de vous faire de la promotion, mais aidez-nous à vous aider. Puis sincèrement, je les aime, là. C'est la première maison d'édition au Québec à publier à se spécialiser dans la littérature de genre. Puis, tu Mhm. sais, je les aime, là. J'ai plusieurs amis qui sont publiés chez eux. Je veux faire leur promotion. Mais ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé, mais c'est le site, c'est le problème. Effectivement. Mm. Fait que, on a fait le tour pour à lire. On s'en va avec Alto et Caroline. Oui. Alors, chez Alto, on a deux titres. Le premier, Inondable de Marilyn Busque-Dubois. C'est prévu sortir le 10 mars. Ceci dit, on n'a pas de visuel, pas de résumé, pas de rien pour l'instant. Mais bon, on sait que ça s'en vient. Et sinon, le 20 janvier, il y a Alex McCann qui nous offre Saint-Nicolas-des-Marins. À Saint-Nicolas, ça, j'ai un résumé, par exemple. À Saint-Nicolas-des-Marins, tout le monde dépend des marins qui font battre l'économie et derrière les portes closes, les cœurs. Hein, les marins font battre bien des choses. Mais quand le froid tombe du jour au lendemain, la mer gèle, emprisonnant bateaux et marins dans la glace. La survie de tous est menacée et les tensions augmentent entre les villageois et Nico, gardien du phare, marchand de plaisir et surtout fils de sorcière. Au cœur de cette
interminable hiver, Nico ne peut compter que sur une poignée d'alliés, le boucher Héliocabal et les orphelins que le village a rejetés. Alors que la cruauté des Marinois s'exacerbe, excusez, j'ai de la misère à lire ce soir, Nico met en branle une vengeance qui n'épargnera personne. Dans ce premier roman empreint d'une force poétique renversante, Alex McCann emprunte au conte les codes permettant de défier des logiques d'exclusion, les périls du conformisme et la tyrannie des fausses apparences. Alors, honnêtement, ça me titille un peu, cette affaire-là. Alors, ça sort le 20 janvier. Je ne sais pas si c'est la couverture officielle, là, mais je la trouvais vraiment très, très jolie. Oui, on l'a vu passer parce que on l'a vu passer sur Alto déjà. Ils ont fait comme un dévoilement de ce premier roman. Puis là, je me rends compte, Caroline, que Karine de Mon Coin Lecture m'a envoyé le communiqué de presse de Alto. Fait qu'on a un petit peu d'informations sur Inondable. Pas grand-chose. Par contre, là, on n'a pas de visuel. Ça sort le 10 mars, fait que c'est quand même d'un petit bout. Puis, en fait, là, j'essaie de vous faire un résumé, mais pour vrai, ça n'a pas l'air si facile à résumer. Une réflexion sur la vie à l'ère des changements climatiques, de ses aspects les plus concrets aux enjeux existentiels qu'il suscite. Donc, l'autrice puise dans la science du vivant, dans la poésie, les défis de la responsabilité de notre espèce ainsi que sa place dans le monde, une auto-éco-fiction sensible qui refuse les hiérarchies et nous offre de regarder l'univers qui nous entoure à hauteur de femmes, de renards, d'insectes, à profondeur de rivière. J'ai pas compris de quoi il allait être question, mais... ça pique la curiosité. Certainement. C'est Alto. Fait que Alto... sont forts dans pas nécessairement paranormal, mais science-fiction beaucoup dans les dernières années. Réflexion sur dystopie. Ouais. C'est là qu'on s'en va avec ces petites informations-là. Là, mon chien, il va comment de ça ce soir? Je sais pas c'est quoi son problème. OK, donc Alto, on s'en va pour Boréal. J'ai 2 titres pour Boréal. Donc, le premier, c'est le Junk. Je vous montre la couverture ici. Hop. Donc, le Junk d'Arthur Friseau. Donc, on a une fratrie de 3. Ils sont rendus maintenant adultes. Puis, leur père il était expatrié quelque part à Hong Kong dans un bateau maison qui se nomme un Junk. Là, ma question, c'est qu'est-ce qu'il leur dit pour les amener là à Hong Kong, 3 adultes indépendants? Je sais pas. Il doit avoir du chantage là-dedans parce qu'il leur demande de venir à Hong Kong. Puis, dans ce lieu qui est sa maison, le Junk, et cet endroit-là, c'est le lieu de prédilection du père pour enfiler les bières. Et ça va être le théâtre d'une comédie dramatique où le rôle principal, c'est les non-dits. C'est les non-dits qui prennent le plus de place. Fait que je pense que ça peut être vraiment intéressant, mais il va falloir me convaincre de pourquoi 3 adultes bien établis iraient perdre leur temps avec leur père alcoolique à Hong Kong. Je pense que c'est ça mon enjeu. Mon enjeu, je ne sais pas. C'est ça qui me titille actuellement sur ce titre-là. Ça devrait être publié autour du 20 janvier. Et le deuxième titre pour Boréal, c'est « C'était ça ou mourir » de Télison Aurélien. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il dit. Voilà, ici la couverture. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En fait, ça fait assez contemporain. On va suivre le personnage de Jonas qui est contraint de quitter sa maison. Dans ses rues, il y a des coups de feu, il y a des flammes. Il n'a pas le choix de partir sans regarder derrière, de laisser sa maison là. Il emporte presque rien dans sa valise ou dans son petit sac, c'est sa vie entière. Là, il ne peut pas apporter d'autre chose. Donc, il va marcher. Il va passer du côté
côté dominicain de la frontière. Il se dit qu'il a juste besoin d'attendre puis ça va se passer, sauf que les choses ne se calment pas. Donc, continue à marcher toujours. Il fait des kilomètres sur le sol mexicain avec d'autres migrants. Ils se rendent jusqu'à la frontière sud des États-Unis. Et là, c'est les agents de Trump qui l'attendent. Donc, pour moi, ils sont infernaux. Puis, lorsqu'il finit enfin par passer, son seul objectif, c'est de quitter ce pays-là qui a vraiment rien de great again et de gagner le Canada par le chemin Roxham, une voie salutaire dont il a tant entendu parler. Donc, de ce que je comprends, on nous offre un roman qui fait le parcours des immigrants qui doivent partir de leur maison, qui n'ont pas le choix. Donc, ça a l'air vraiment touchant quand même. Ça devrait sortir le 10 mars. Donc, voilà pour Boréal et on s'en va avec pas beaucoup d'informations, Sylvain, pour De Mortagne. Mais je suis là pour vous dire que j'ai pas d'informations. Mais oui, De Mortagne, un livre de Kim Messier, ça s'appelle Femme Scorpion cherche homme poisson. Ça sort le 18 mars. Aucune info, encore une fois. Kim Messier, c'est une autrice de romance. Elle a publié 2 romans dans la collection Tabou et elle a aussi écrit un Destination extrême. Donc, c'est quelqu'un qui écrit quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses très différentes. Selon le titre, on pourrait supposer une romance, mais qui sait, on ne sait pas. Avec cette autrice-là, je ne sais pas. Est-ce qu'on a un visuel? Non, on n'a même pas de visuel. Qui sait ce que ce sera? Oui, puis le 18 mars, quand même loin. Oui, c'est ça. On a le temps d'en reparler. On a le temps d'en reparler. Parfait. Puis, je pense que tu avais perdu des titres, donc on est de retour à Caroline. Oui, alors, Ediling, on a deux titres chez Ediling. Le premier, ça s'appelle Alone Together et c'est un roman, je dirais, roman posthume de Fanny Day parce que les gens qui nous écoutent sont peut-être au courant. Fanny est décédée il y a quelques jours, là, je dirais 10 jours, 2 semaines, là, c'est récent. Ceux qui ne le savaient pas puis qui la connaissaient un peu, qui la suivaient, mais je m'excuse de vous apprendre ça plate de même, là, mais voilà, c'est la maison d'édition qui a donné cette information-là. Ouais. Alors, le Alone Together, c'est cette journée-là, Alex ne se serait jamais douté qu'en secourant une fillette d'une mort certaine, la faucheuse serait sans pitié, lui dédiant un destin plus sombre. Elle lui a volé ses amours, puis tout le reste. Désormais, à la rue, il erre l'âme en peine, n'ayant pour seul bien qu'une photo de famille et une lettre de sa défunte femme. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il se demande encore si aider cet enfant était la chose à faire, mais une rencontre avec la mère de la petite pourrait bien être l'étincelle qu'il lui faut pour aller de l'avant. Peut-être suffit-il d'une main tendue pour raviver la magie d'un bonheur trop longtemps occulté. Alors ça, c'est promis pour le 19 janvier. Ouais, on n'a pas d'informations si ça va être repoussé ou pas. Là. Semblerait qu'elle savait qu'elle était malade. Fait que c'était peut-être prévu que comme ça sorte. Peu importe. Là, on n'a vraiment pas d'informations sur ça, mais sachez que c'est ça qu'on sait pour le moment. Ouais. Absolument. Sinon, on a aussi le 9 février, Infiltré par désir de Laurie Tétrault. Alors, Adam Aurel, ou Circé pour ses rivaux, dirige l'une des plus importantes mafias des États-Unis aux grandes dames de son jumeau jaloux. Montés l'un contre l'autre durant leur enfance, ils vivent un affrontement constant et lorsque plusieurs de ses protégées sont retrouvées mortes, c'est son frère qui devient le suspect numéro 1. Mais après la disparition de sa nièce, elle change rapidement de cible. Un nouvel ennemi essaie de détruire les Morel, 3 petits points. Et c'est écrit aussi contenu explicite ou offensant. Alors, ouh là là! Bon. Alors, ça, c'est prévu le 9 février. Excellent. Sinon, c'est encore à moi. Flammarion, chez Flammarion, il y a le 18 février, La vie effacée de Guillaume Bollé. Alors, c'est joli la couverture. Oui,
Oui, Ah! ébranlé par le décès brutal de Jacques, son père, Martin, tente de retrouver un semblant de normalité et de se rapprocher de Camille, sa fille adolescente. C'est alors qu'un étrange mathématicien entre en contact avec lui. Il cherche à mettre la main sur un film tourné à Mulberry, une ancienne ville minière située sur la côte nord, document que Jacques aurait conservé dans ses archives personnelles. Hmm. À suivre pour ce titre. Mm. Donc, on s'en va avec Héliotrope. On a un titre pour Héliotrope. Je vous montre cette belle couverture ici. Donc, une île à l'envers de Léa Artémise qui devrait être publiée le 21 janvier. Donc, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est en 1730 sur l'île de Bourbon. Le jour de sa pendaison, il y a un pirate. C'est drôle parce qu'on était voir Peter Pan hier, fait que pirate. Olivier Levasseur va lancer les hommes dans une chasse au trésor. Et 200 ans plus tard, sur cette même île, on a un personnage qui s'appelle Joe qui va creuser la roche à s'en déchirer les bras, persuadé de mettre la main sur le trésor. Et pendant ce temps-là, dans sa maison, parce que Joe, il sort avec Léon, qui est à sa maison, ben elle invente sa vie dans un monde de pirates. Elle aime pas ça, l'océan, elle aime pas les marins. Et elle est bien déterminée, elle, de se hisser dans la société française, dans la société de l'alimentation, de la cuisine. Donc, on a 3 personnages avec des quêtes différentes, un trésor possible. Sur le X, vous voyez là. Parfait. Donc, pour Héliotrope. Et pour Hugo Québec, on a un titre qui devrait être publié le 16 février et je vous avouerai que lorsque j'ai lu ce résumé, j'étais, ma foi, très intéressée. Le titre, c'est La moyenne des ours. L'auteur, c'est J.M. David. Et ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc, on a une femme mariée immorale et explosive qui manque complètement de jugement, ça en devient quasiment artistique. Et elle va tomber en amour avec un homme qui est lui aussi incarcéré dans cet hôpital psychiatrique. Donc, est-ce que cette histoire peut être autre chose qu'une histoire de fou? Je sais pas. Mais je trouve que c'est délicieux comme résumé et j'espère que c'est aussi délicieux à lire. Parce que tout ça, ma foi, la couverture, le titre, le résumé, c'est plus grand que nature. Donc, le 16 février, on verra si, juste pour la Saint-Valentin, c'est magnifique. Donc, je te laisse la parole, Sylvain, avec Urtubise. Urtubise, donc, c'est un roman d'Élisabeth Barry-Lessard. Ça s'appelle J'habiterai le vent. Ça sort le 29 janvier. Donc, pendant qu'elle accouche, elle apprend que son chum Will est parti pour de bon. C'est donc seule, du haut de ses 19 ans, qu'elle apprend à décoder les pleurs de son enfant tout en essayant d'étouffer les siens. Puis, sa belle-mère l'invite à venir pour l'été dans leur maison au lac Saint-Jean, mais alors qu'elle commence à bâtir un nid pour sa fille et elle-même, Will réapparaît brusquement. Le Chris. Tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une. Ça a l'air peut-être d'une romance. J'espère que le Love Interest, c'est pas Will. On verra. Ouais. On verra comment ça se développe. Elle écrivait du jeune adulte, cette autrice-là. Je pense avant, elle a écrit une série. Ça va me. Attendez, je vais regarder. Je pense que je ne l'ai jamais lue, mais je pense qu'elle écrivait une série assez populaire. Il y a peut-être quelqu'un qui fait plus vite que moi dans les commentaires. Oui, c'est ça. Ma vie de gâteau.
Tech, Ah Ma ouais. vie de limonade épicée. Il y en a comme une tonne là, mais c'était plutôt du jeune adulte. Fait que ça, c'est sa première incursion dans le monde des adultes. Ben, jeune adulte quand même, là, la protagoniste a 19 ans. Ouais, j'avoue. Mais oui, c'est adulte, c'est adulte. J'avoue, c'est vrai. T'as raison. Ensuite, on s'en va chez JCL. C'est un livre de Dominique Delopino et ça s'appelle Meilleur avant, trois petits points, une histoire d'amour. Ça sort le 9 février. Et là, on n'est pas certain si c'est un premier tome. Donc, on se met un astérisque là-dessus. On va vérifier. Mais voilà, ça s'appelle Meilleur avant, trois petits points, une histoire d'amour. Ça parle de Pamela Delorme qui pratique le dumpster diving et milite pour les causes sociales et environnementales. C'est une woke, tu sais. Puis, puis lorsqu'elle découvre des sacs remplis de vêtements neufs dans le container d'une succursale de la célèbre bannière L'Entrepôt de la mode, elle est sidérée. Prête à tout pour rectifier cette situation, la jeune femme coule l'information publiquement. Elle vise le propriétaire du commerce, Pierre-Alexis Mador. Ça, c'est un entrepreneur discret, rigide et obsédé par l'hygiène. Pourtant, même si leur vision du monde les oppose, un étrange courant passe entre eux et si, entre les containers et le chaos des malentendus, ils découvraient ensemble un bonheur qui n'aura jamais été meilleur avant. Là, il y avait des points de suspension là, dans la phrase, Oh! pour ça que j'ai pris mon temps. Mais voilà, donc une romance écologique. Il n'y a pas une Ben oui. green romance, parce que la green Ah! romance, c'est autre chose. Ça Mais appartient à c'est Kéros. c'est ça, c'est autre chose. Puis il y a un trademark dessus, on ne peut pas le prendre. Mais c'est une Non. romance écologique. Ouais. Puis c'est ça, c'est moi qui ai marqué, là, est-ce que c'est un premier roman? Parce que je vais vous montrer, là, mais souvent, dans les maisons d'édition, tu sais, genre meilleur avant, puis ça pourrait être une histoire d'amour, meilleur avant, un faux départ, meilleur avant. Tu sais, souvent, il y a comme, Ah, ouais. genre, le gazon, trois petits points, était plus. Ouais. Tu sais, il y a souvent comme ces concepts-là de comme la série, c'est comme les premiers mots, puis après ça, c'est les autres tomes. C'est Fait autre que chose. c'était mon feeling, mais on verra s'il est bon ou pas. Ça se peut, mais une histoire d'amour, c'est souvent un espèce de sous-titre qu'on donne aussi à certains livres, tu sais, comme Ouais, Blob, A Love Story, tu sais, ou des trucs c'est comme ça. vrai. Fait que tant qu'on ne l'a pas dans les mains, on ne le saura pas. Ouais. Mais les deux se peuvent. Les deux se peuvent. Ouais. Et puis, ensuite, le 19 janvier, il y a Linda Savignac qui publie le roman La Dame de l'île au naufrage. Donc, on est en mai 1917. Simone, une chirurgienne promise à un brillant avenir, doit quitter Paris à la suite d'un drame survenu dans le cadre de ses fonctions. Forcée de laisser derrière elle son mari, elle s'installe à Québec, souhaitant s'y construire des lendemains paisibles. Rapidement, Simone est confrontée à plusieurs défis, dont ceux de s'intégrer à une communauté tissée serrée et de faire valoir ses compétences en tant que femme docteur. Contre toute attente, elle se rapproche de Maxime, commis voyageur au sourire ravageur, et de Denis, un confrère rescapé d'une violente tempête. Tandis que les voiles de son cœur se gonflent sous le vent de l'attachement, l'espoir que son grand amour vienne la retrouver un jour se pointe à l'horizon. La Dame de l'île parviendra-t-elle à éviter le naufrage? Est-ce que tu C'est as une une bonne couverture question. pour ça? Je l'ai manqué. Non, puis Non. j'essaie de refaire des recherches au cas où que ça a été publié depuis mes recherches, mais non, puis pourtant, 17 Depuis hier. janvier. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, 19 janvier, c'est quand même dans pas Mm. si longtemps, mais je n'ai rien trouvé. Donc, sinon, Excellent. Et c'était ça pour moi. oui, on s'en va avec, en parlant de Green Romance, on s'en va avec Kéros. Oui, alors, oui, Kéros ont 3 titres pour l'hiver. Alors, le premier, en fait, les 3, je pense, sont du 20 février. Oui, les 3 sont promis le 20 février. Grosse journée pour Kéros, le 20 février. Alors, le premier, Jessica David, ça va s'appeler Il restait la lune. Tu cherches de nouveaux repères parce que tu n'es plus la même personne. Et je refuse de t'entendre minimiser tout ce que tu es parce que tu n'as pas tout figured out d'un seul coup.
Alors, c'est ce qu'on sait. Geneviève Caron aussi, qui va publier Au Jusant. Alors, la vie suit un mouvement similaire au mari, avec ses trop-pleins et ses passages à vide. À bout de souffle et meurtrie par la violence ordinaire de son conjoint, Stéphanie voit la sienne en plein jusant, à ce moment où la marée descend pour finir par atteindre son niveau le plus bas. Un passage obligé avant qu'elle ne se mette à remonter. Au cours d'un voyage improvisé, tissé d'imprévus et de rencontres initiatiques, Stéphanie devra apprendre à se délester du poids mort des habitudes et des certitudes en espérant trouver un port plus sûr où amarrer sa nouvelle vie. Ses parents, ses amis et un certain amoureux des oiseaux vont lui enseigner que rien ne l'oblige à entreprendre sa traversée sans équipage. Ce roman amphibien, je trouve ça drôle comme caractéristique pour un roman, ce roman amphibien est un clin d'œil au lâcher-prise, un éloge à la maternité, à la famille et à la solidarité, une ode à l'instinct de survie et un plaidoyer en faveur de l'amour. Et le troisième titre, toujours pour le 20 février, ça s'appelle Tous nos instants et c'est de Maddy Da Silva. Après un événement tragique, Alex quitte la France et atterrit à Oxford. Il y a pire dans la vie. Son appareil photo en main. Il sillonne la ville et capture l'invisible, la beauté de l'éphémère, les souvenirs qui s'accrochent quand tout le reste s'efface. Puis un jour, un inconnu assis sur un banc, un inconnu assis sur un banc. Leur rencontre devient inévitable. Luca, lui, a grandi dans une vie qu'on a tracée à l'avance, un monde rempli de conventions, d'apparences et d'obligations qu'il n'a jamais choisi jusqu'à ce qu'Alex arrive. Ensemble, ils naviguent entre le deuil, la peur d'exister et les attentes toujours plus hautes. Ils apprennent à se montrer l'un près de l'autre et à se laisser voir. Deux âmes perdues au milieu du chaos de leur vie qui, pourtant, n'ont jamais été aussi près de se retrouver. Mais entre le passé d'Alex et le quotidien de Luca, pourront-ils apprendre à vivre pleinement tous leurs instants? Point d'interrogation. Puis, pour parler un petit peu de Kéros, là, ils font, depuis que la maison d'édition existe, ils font tout le temps ça, publier leurs titres une fois par saison. Fait que c'est tout le temps une journée. Ouais, c'est ça, ils ont comme. Une grosse journée. Mais oui, c'est ça. C'est une manière de faire, je sais pas. Ouais. C'est la première fois que j'ai remarqué ça sur Maison d'édition, mais Kéros font tout le temps ça. Ils publient une fois par saison à peu près, là. Puis tous les titres en même temps. Puis ça, c'est pas mal pour le Salon du livre de l'Outaouais le 20 février. Fait que, ils vont peut-être faire des lancements en plein salon. Ça serait mon pressentiment. J'ai un titre pour La Maison en feu. Je n'ai pas de visuel par contre. Et ça s'appelle Écrire le scénario de Élise Denis. Ça devrait être publié autour du 18 février. Et ça a l'air spécial, OK? Donc, c'est un premier roman qui joue à faire du cinéma. Élise Denis va créer une fable où s'entremêlent désir, violence, humour et beauté absurde. Elle va faire le miroir déformant de tout ce que l'on crée dans la douleur et la tendresse, pardon. Donc, il y a comme un jeu stylistique d'écriture. Il semblait avoir comme des personnages qu'elle s'auto-met en scène, genre la personne qui écrit, la personne qui fait pas de film. Donc, ça a l'air quand même assez original. Si on cherche de l'originalité, peut-être qu'il va falloir se tourner vers ce titre-là de La Maison en feu. Et j'ai un titre pour La Mèche qui se nomme L'amour et la fête. Je vais vous montrer la couverture qui est magnifiquement jolie en mauve, rose et orange. Avec un petit avion. Oui! Donc, Jules Clara, L'amour et la fête. Donc, on a un passeport égaré qui va devenir le déclencheur d'un récit mordant où se mêlent dérive intime et chaos collectif. Donc, on est à Montréal, saturé de files d'attente et d'institutions fédérales défaillantes. Une femme vacille entre l'usure de son couple, l'angoisse sourde du quotidien et l'ironie de l'époque. Donc, elle va se faire donner des conseils insensés par Service Canada, puis grâce à ça, à cause de ça, elle va se retrouver embarquée dans un train pour Jonquière, sans bagage ni plan.
comme aspiré par la logique d'une fuite à la fois improbable et inévitable. C'est quand même loin, Jonquière, pour une fuite de Montréal. Mais bon, je sais pas c'était quoi le conseil qu'ils ont donné. Donc, dans cette échappée au parfum d'errance et d'excès, l'absurde prend des allures de destin. Une nuit de fête devient la scène d'un possible recommencement où l'évidence fragile d'un nouvel amour surgit au cœur du chaos. Voilà, on s'en va sur la route. Et je te laisse la parole, Sylvain, avec Le Méac. Le Méac, c'est le premier, c'est un roman de Kiev Renaud, Mes yeux vus. Ça sort le 18 mars. Ça raconte l'histoire de Sarah Lou, tout juste majeure. Elle vient de déménager en ville. Un soir, à la sortie d'un bar, elle reçoit un coup à la tête et son amie Alice s'évapore sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Si Sarah Lou est simple témoin, coupable ou victime, ou les deux à la fois, des soupçons pèsent rapidement sur elle, mensonges, trahison, folie, et la question qui les sous-tend tous, quelle est la limite de la fusion? Voilà. Très curieux, très curieux. Et ensuite, toujours chez Le Méac, on a le 25 février, donc plus tôt en fait, le 25 février, il y a Marie Serrois qui sort Anne s'en va. Que reste-t-il d'une vie lorsque s'effrite le corps et la mémoire? Que reste-t-il de toutes les vies qui ont été cousues d'un long fil d'amour? Avec une lancinante précision, ce premier roman de Marie Serrois fait valser passé et présent, fantôme et vivant, grâce et regret. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est beaucoup de nouveaux auteurs, là, beaucoup de premiers romans, beaucoup de noms d'auteuristes qu'on n'a jamais entendus. Fait que ben, c'est comme intéressant parce qu'il y a beaucoup de relèves, mais en même temps, sont où les autres qui ont déjà publié de romans comme. Je sais pas. Pour l'instant, c'est un univers très primo-romancier. C'est ça que je dirais. Et j'avais oublié, par contre, de donner la date pour la mèche. C'est 23 février. Tu allais dire autre chose, Sylvain? Ben non, mais ce que je voulais dire pour Le Méac, dans les deux cas, j'aime bien, moi j'aime ça, la promotion comme ça, où on a un peu d'informations. Je vais te dire au début, c'est ironique parce qu'au début, je disais que je veux plus d'informations à lire. Mais dans ce cas-ci, j'aime ça, moi, quand il y a un peu d'informations, mais juste assez là, pour susciter notre curiosité. Donc, ça, je trouve ça vraiment parfait. Au moins, il y en a un peu. Oui, ben c'est ça. On sait un peu dans quoi on s'embarque, mais en même temps pas. Donc, on continue avec Caroline pour les éditeurs réunis. Oui, alors les éditeurs réunis, nous offrent 4 titres cet hiver. Alors, le premier, c'est à bord du Notre-Dame de Richard Goujon. Ça, c'est prévu pour le 13 janvier, donc quand même bientôt, dans 2 semaines. Saint-Hyacinthe, 1867. Maximilien Aimé Kerouac, jeune propriétaire d'une librairie, on aime ça des propriétaires de librairie, rêve de faire construire un bateau à vapeur qui pourrait naviguer sur la rivière Yamaska. Il se heurte bientôt à de nouveaux obstacles, difficultés à obtenir du financement, retard chez le constructeur, méfiance des habitants, complications pour trouver du personnel, parmi d'autres imprévus qui ne cessent de nuire à son ambition. Néanmoins, la persévérance de Maximilien finit par porter ses fruits. Après 2 ans d'acharnement, le grand navire, le Notre-Dame, peut enfin fendre les eaux et desservir la région. Ce projet d'envergure n'est cependant pas la seule chose qui occupe l'esprit de Maximilien. En effet, Malvina Gauthier, fille de notaire, attire depuis peu son attention et tous deux développent bientôt des sentiments l'un pour l'autre. Seulement, la différence d'âge entre les 2 tourtereaux est bien mal perçue par le père de la jeune femme qui désapprouve fortement cette idylle. Entre les défis de ses entreprises et ceux de son cœur, Maximilien saura-t-il mener son rêve et son amour à bon port? Alors ça, c'est pour le 13 janvier. Le 28 février, on a Les bibliothécaires de Lisbonne, et ça, c'est de Suzanne Nelson. Alors, 1943, durant la Seconde Guerre mondiale, Lisbonne devient non seulement le centre névralgique de l'espionnage, mais aussi le théâtre des rencontres sous couverture d'intrigues et de complots.
Célène, ancienne héritière américaine, disgraciée, devenue espionne pour l'OSS. Je m'excuse, mes connaissances historiques ne savent pas ce que ça veut dire OSS. Une agence de renseignement clandestine aux États-Unis. Et Béa, bibliothécaire, ça aussi on aime ça, des bibliothécaires, recrutée pour classer des documents stratégiques, y découvre un monde de machinations sinistres. Naviguant entre les alliances secrètes des missions périlleuses et l'ombre constante du danger, les deux meilleurs amis sont aussi confrontés à des histoires d'amour inattendues qui mettront leur loyauté à rude épreuve. Forcées de choisir entre leurs devoirs et les hommes qu'elles aiment, elles feront face à des dilemmes déchirants. Dans une ville où chaque regard peut trahir, à qui oseront-elles faire confiance? Leur amitié sera-t-elle résister aux ravages de la guerre? Ce qui me plaît particulièrement là-dedans, j'aime assez les romans historiques. Honnêtement, c'est la première fois que dans les histoires de Seconde Guerre mondiale, je vois quelque chose passer au Portugal. Alors, ça pique un peu ma curiosité parce que Londres, Paris, la campagne française, l'Italie, on en voit beaucoup. Mais là, le Portugal, C'est vrai. ça pique ma curiosité. Donc, ça, c'est pour Bon point. 28 janvier, Suzanne Nelson. Le prochain, 4 février, alors c'est Valérie Racine qui publie Flash, Farine et Étincelle. Alors oui, Farine, c'est une pâtissière. Pâtissière passionnée, Olivia Loranger partage ses journées entre le travail et la ferme familiale et son entreprise de traiteur. Tout bascule le jour où elle rencontre Layton Brooks, un influenceur séduisant et ambitieux qui lui propose d'animer une émission culinaire sur sa chaîne YouTube. Alors là, on n'est pas pantoute Seconde Guerre mondiale, on est Non. vraiment contemporain. YouTube. Curieuse et avide de défis, Olivia accepte avec enthousiasme. Très vite, les tournages s'ajoutent aux fournées de petits gâteaux et aux nombreux allers-retours entre la ville et la campagne. L'implication de la cuisinière est toutefois déterminante, autant pour le succès de l'émission que pour la croissance et la réputation de son propre service de traiteur. Chaque recette partagée devient le reflet de son talent, séduisant les spectateurs comme les clients. Mais la jeune femme doit aussi composer avec l'attitude déstabilisante de Layton, arrogant et sûr de lui. Il ne se prive pas pour critiquer son allure de petite fermière. Et pourtant, derrière cette façade confiance, elle devine un homme fragile et bienveillant. Et si ce mélange irrésistible de flash, de farine et d'étincelles était tout ce qui lui manquait pour obtenir la recette parfaite du bonheur. Voilà. Moi, là, ça me fait tellement penser à The Waitress. Oui, c'est ça. Mais contemporain, tu sais, Flash. On était allé voir ça, c'était juste pour rire l'été passé, c'est vrai? The Waitress? Non, l'été Ou d'avant. L'été d'avant, oui, parce que l'été passé, c'était Chicago. L'été Oui. d'avant, puis tu sais, comme, je connaissais pas les chansons, mais il y en a une, c'est comme beurre, farine. Sucre, farine, beurre. Sucre. Fait que, en tout cas, ça fait vraiment penser à ça. Pour le titre et pour la pâtissière et tout Et ça. pour le résumé. Oui, c'est ça. Et puis, le quatrième titre, c'est Latitude Zéro. Ça, c'est prévu le 11 février et c'est de Martine Labonté-Chartrand. Je pense qu'on n'a pas de visuel pour celui-là non plus. Hein? Non. Alors, Nora a consacré sa vie à préparer sa succession à la tête des cafés noirs purs. Pourtant, lorsqu'elle se voit enfin confier l'ouverture d'une nouvelle succursale de l'entreprise, la joie attendue ne se manifeste pas. Seule et en proie au doute, elle sent que son père ne croit pas vraiment en elle, ce qui la frustre profondément. Un jour, pour échapper à la pression, elle se promène dans le quartier et découvre un charmant petit café. Là, elle se lie d'amitié avec Cathy, la propriétaire, qui lui raconte tout de la ferme familiale en Équateur et de sa plantation de café. La passion de cet entrepreneur pour son produit de qualité fascine aussitôt la jeune femme. Elle s'imagine alors vivre là-bas, loin de tout. Lorsque Nora apprend qu'Adam, son ex, a été engagé pour l'aider à gérer la boutique sous sa responsabilité, elle démissionne et s'envole pour l'Équateur. Elle y rencontre Emmanuel, pour qui elle ressent une attirance immédiate. Entre découverte, récolte de café et chimie irrésistible, Nora sera-t-elle prête à s'abandonner à l'amour et à redéfinir sa vie? Donc ça fait le tour pour les éditeurs réunis.
On a 4 titres, puis là, je vois le temps passer, puis sachez qu'il y en a encore, plusieurs. Fait que prenez-vous une petite tisane avec nous. On s'en va chez Librex. On a plusieurs titres à Librex. On va se séparer entre Sylvain et moi. Donc, le premier titre, en fait, je suis pas certaine. Ils l'ont marqué comme roman. Ça s'appelle Mon chien est mort. J'ai pas de date. De Benoît Cyr. Ça dit l'hiver. Puis, ça commence drôlement parce que ça dit Mon chien est mort est un court récit romancé. Fait que là, j'étais comme, t'as dit que c'est un roman tantôt, puis là, tu dis que c'est un court récit qui manie avec brio, humour et tendresse, qui nous fait rigoler et nous émeut autour d'un sujet rassembleur, la vie, le déclin et la mort d'un animal de compagnie. Il faisait une comparaison de son ouvrage avec son odeur après la La pluie. Oui, roman qui a été publié là, dans les dernières années, dont on a entendu parler. Fait que j'ai bien l'impression qu'il ne sera pas éligible, mais ils ont mis roman. Fait qu'on va laisser le bénéfice du doute pour le moment. J'ai aucun visuel pour ce livre-là et aucune date plus précise que l'hiver. Le deuxième titre, je vous montre la belle couverture bleue de Partir vers soi de Lily Gaudreau. Donc, on a Vincent et Dominique, l'heure de la retraite a sonné pour ce couple. Donc, le couple planifie une année d'aventure pour marquer le changement, le début de la retraite. Ils vont faire l'Amérique du nord au sud en moto. Mais, ou en motorisé, pas nécessairement moto, pardon. Peu avant le départ, par contre, il y a un drame qui vient absolument tout bousculer. Dominique décède. Donc, sa seule véritable amie, son amoureuse, sa part de fantaisie, celle qui a toujours tissé les liens entre lui et leurs 4 enfants, aux personnalités vraiment différentes. Devant ce drame-là, il va suivre la dernière volonté de sa femme. Il va partir en voyage quand même, mais va changer de destination. Au lieu d'aller en Amérique, il va aller trouver les 4 enfants, un à la suite de l'autre, afin de reconnecter et de rétablir un lien et le temps perdu. Donc, voilà pour Partir vers soi. Et le dernier titre pour le moment dont je vais vous parler, c'est de Pascal Hubert, Le cœur en rétrograde. Je pense que j'ai pas plus de couverture pour ce titre-là parce que j'ai même pas de date non plus. C'est marqué hiver. Donc, on a 12 signes astrologiques en un été. Donc, Émilie, c'est une célibataire dans la trentaine qui est fraîchement débarquée à Montréal. Elle se jette dans un défi de dating estival. Et voici comment ça va se passer. Le but, c'est d'avoir une date avec 12 hommes, donc tous les signes astrologiques. Pourquoi pas? Pour trouver au passage ce qu'elle attend réellement d'une relation, ça va être qui son match idéal, parce que sachez que le signe astrologique, c'est ça qui détermine complètement si ça va fonctionner avec quelqu'un ou pas. Le fougueux bélier, le flamboyant lion ou l'affectueux cancer. Donc, à travers des nuits de folie et de rendez-vous galants pas toujours réussis, est-ce que Émilie se laissera prendre à son propre jeu ou sera-t-elle se réconcilier avec l'amour? Je sais pas. Je sais pas. Avant qu'on continue, Sylvain, j'ai oublié de te faire dire allô, Sylvain, par Isabelle. Bonjour Isabelle. Et elle a marqué qu'elle était d'accord avec Caroline pour Lisbonne, le fait que parler de la Deuxième Guerre mondiale au Portugal, c'était assez innovateur ou différent. Et je te laisse continuer, Sylvain. Ben là, on est toujours chez les Libre Expression. Ouais. Et donc, on est avec Geneviève Jeté qui publie le livre Obsédé. Obsédé accordé au féminin. Donc, Geneviève est mélangée. Elle vient de laisser son chum, un gars extraordinaire. Pourtant, elle ne ressent rien. Elle a le goût de dater, de sentir d'autres peaux sur la sienne et le souffle chaud d'un inconnu dans son cou. Elle est et a toujours été obsédée par les hommes. À l'aube de la trentaine, commence à se découvrir en tant que femme aux besoins affectifs éternellement inassouvis, en tant que fille avec un TOC, en tant qu'humaine, point. Point d'interrogation. Donc, obsédée. Oh, il y avait une couverture que je n'avais pas vue. Oui, ben, la Cherry Blossom, ça attire. Hein?
Ben, c'est bien, oui, et puis ça rend très nostalgique parce qu'on n'a plus de ça. Non, Ils nous c'est ça. l'ont enlevé. Voilà. Donc, donc c'était ça pour le roman de Geneviève Jeté. Ensuite, j'ai pas de date non plus. Ça sort en hiver. On va voir quand est-ce que ça va sortir. Et ensuite, il y a un roman annoncé de Pénélope Jolicoeur. Ça sort le 16 février et ça s'appelle Parce que, trois petits points, la vie. Donc, Béatrice, une relationniste de presse, jongle avec son quotidien grâce à une bonne dose de cynisme. L'amour au temps des applications ne lui apporte que des illusions et elle apprend que son poste est en jeu. Mais tout bascule quand l'une des poètes qu'elle représente se retrouve propulsée sous les projecteurs. Entre gestion de crise, gaffe, en rafale et la rencontre du bel Étienne, un clown humanitaire aussi insupportable que sexy, un clown insupportable et sexy quand même, Béatrice se retrouve malgré elle emportée dans un tourbillon inattendu. Parce que la vie est un feu roulant d'anecdotes croustillantes du star système de la littérature québécoise. Au Ouh. bout du chaos, Béatrice saura-t-elle enfin trouver un peu d'équilibre et d'amour? Je sais pas si tu te souviens, Sylvain, mais ça fait plusieurs saisons qu'on en parle de ce livre-là. Là, on a finalement une couverture, on avait un titre, on n'avait pas de résumé. Fait que peut-être que là, il va sortir pour vrai. À suivre. Ben, mon Dieu, je t'avoue que non, je m'en souviens pas, Non? mais Moi, ce titre-là, on n'a jamais eu autant d'informations dessus, donc c'est peut-être non. pour ça aussi, là. Finalement, ça a peut-être passé. Non. Ensuite, on a un roman de Marie Potvin qui s'appelle Donne-moi Juillet. Ça sort à quelque part en hiver, encore une fois, on n'a pas de date précise. Max a passé les 15 dernières années à fuir son passé trouble. Il décide de tout lâcher, d'aller se réfugier dans le vieux chalet de sa tante qu'il compte retaper et racheter. En arrivant dans la cabane isolée, Max rêve de silence et de solitude, de couper des bûches et de retrouver la paix, peut-être pendant le temps des sucres, là, je ne sais pas. À sa grande surprise, Rosalie, une jeune femme charmante mais méfiante, s'y trouve déjà avec sa fille de 4 ans. Max se souvient alors de l'avoir croisée chez sa tante. Est-ce que cette dernière aurait tout manigancé pour jouer les entremetteuses? Une chose est sûre, Max et Rosalie devront apprendre à cohabiter puisque ni l'un ni l'autre ne compte quitter les lieux de sitôt. Ah non, l'hôtel a loué la même chambre pour 2 personnes. Un vieux chocolat. Mais tu sais, j'ai l'air de niaiser. Ça peut être drôle, là, ça va être le fun. Mais Ben ouais. c'est juste le genre d'histoire qu'on a déjà vu, tu sais. Mhm. Puis le dernier que j'ai pour vous, c'est un livre de Pierre Tessier. Ça s'appelle De quel droit? Ça sort le 23 février. Après le décès de ses parents dans un attentat, Yasmine s'est réfugiée au Canada pour refaire sa vie. Elle s'y est adaptée parfaitement. Avocate, montante dans un cabinet prestigieux, elle s'est mariée avec Mathieu et a maintenant une petite fille. Mais lorsqu'elle est soudainement victime d'une agression en plein jour, toutes ses certitudes sur sa carrière, ses amitiés, son couple s'écroulent. Même le détective Comtois, en charge de l'affaire, remettra en question le passé de la victime en tentant de découvrir les motivations des agresseurs. Un polar psychologique qui nous invite à regarder au-delà des apparences. C'était ça. Parfait. Pour Librex, il y a quand même pas mal de Oui. titres pour l'hiver. Mhm. On s'en va avec Caroline pour Mémoire d'Encrier. Oui, alors Mémoire d'Encrier, on en a un. Christine Gosselin, et ça s'appelle Aussi étrange que toi, Frida. C'est prévu pour le 6 mars. Alors, contemplant les œuvres de Frida Kahlo, la narratrice se confie à l'artiste. Non-maternité, révolte, fragilité du corps. Dans cette conversation imaginaire, deux femmes se rejoignent à travers le temps et les blessures. Une constellation de voix se tisse et se répondent. Toutes elles résistent et se réinventent d'autres manières d'aimer, de désirer, d'exister. Et ça, je l'ai vu passer sur l'Instagram de
Melika Abdelmoumen, qui nous a donné l'an passé Petite ville. Petite ville et Traité de la petite bonté aussi cette année. La raison pour laquelle Melika Abdelmoumen a parlé de ce livre-là, c'est que c'est le premier livre pour lequel elle agit en tant qu'éditrice. Alors, ça pique beaucoup ma curiosité. Très intéressant. Ouais. Alors, ça, c'était pour Mémoire d'Encrier. Sinon, je vous parle aussi de La Peuplade, pour lequel on a aussi... oui, j'ai dit le 6 mars. Ouais. La Peuplade, on a un titre pour le 5 mars, donc dans la même semaine. Une certaine tristesse, pardon. Et c'est Mathis Savard-Verhoeven qui nous offre ça. C'est après un exercice simulant une fusillade dans son école que Noé est convoqué dans le bureau de la directrice. Trêve d'absurdité, plutôt que de retourner en classe, il prend la fuite et entame alors la rédaction de son histoire. L'histoire de cet enfant qui part de loin, sans le dire à personne, et qui se remémore sa grand-mère adorée, emportée l'été précédent par une crue record du fleuve Saint-Laurent. De la maison de cette femme désormais disparue, il ne reste qu'un trou d'eau où barbotent des canards et une question tournant dans la tête du garçon. Comment on fait pour ne pas disparaître? Dans un carnet que lui a offert sa mère, Noé transcrit sa tristesse et exprime son angoisse et son sentiment de culpabilité en une longue phrase, tentant de trouver, sans jamais s'arrêter, ce que c'est qu'être un bon humain. Puis j'ai déjà vu des gens avec ce livre-là dans les mains. C'est bizarre, je suis allée vérifier. Je suis comme 5 mars. Je l'ai vu passer en service de presse, j'imagine. Fait que... Puis j'ai fait des recherches parce que j'étais comme, me semble que ça fait pas très québécois comme nom, mais il est né à Montréal. Donc, tout ça est en règle, les amis. Tout ça est en règle. On s'en va avec Pratico. J'ai 2 titres chez Pratico Édition. Donc, je vous montre cette... là, ici. Donc, Ingwe, j'imagine que ça se dit comme ça, de Marianne Marion, ça devrait être publié autour du 14 janvier. Donc, on va suivre Léonie, une trentenaire marquée par les épreuves. On est souvent dans les trentenaires, de ce temps-ci. Il me semble qu'il y en avait une couple depuis tantôt. Qui ressent l'urgence de prendre du recul. Donc, ses relations amoureuses la laissent insatisfaite, puis malgré le soutien de sa famille, il reste un vide. Donc, rupture, elle s'envole vers l'Afrique du Sud, la chanceuse, et trouve refuge dans une réserve de safari. Entre paysages grandioses, amitié sincère et confidences inattendues, elle va découvrir un univers qui va la transformer, où la nature et les rencontres révèlent de nouvelles perspectives. Donc, c'est un roman qui aborde la quête identitaire, la résilience et la force des choix du cœur. Je vous avouerai que peut-être pas les thématiques, habituellement, la quête identitaire, c'est pas nécessairement dans mes tales, mais l'Afrique du Sud, ça l'est quand même. Fait que, on verra. J'entends des bons commentaires, peut-être que je vais me laisser aller. Et le deuxième titre, c'est complètement ailleurs. Avec Pratico Édition, je vous montre cette couverture, Le Trésor de Petra, de Caroline Dufresne. Puis là, c'est quand même comique. Je ne sais pas si c'est la même Caroline Dufresne, mais le premier titre dont je vous ai parlé chez A Éditeur, Destin et Bout du monde, tu sais, l'histoire de Nouvelle-Zélande, c'était Caroline Dufresne aussi. Fait que je ne sais pas si elle publie 2 livres à l'hiver, mais si oui, elle ne chôme pas. Donc, ici, on va suivre Tara Norris, qui est une archéologue passionnée qui va participer à un cours au cœur de Petra en Jordanie. Donc, il y a un trésor mythique qui a livré ses secrets depuis longtemps, croit-on, et Tara sait qu'il y a un mystère qui subsiste, l'oracle de Petra, parce que sa grand-mère lui en a parlé. Et c'est pour cette raison-là que sa mère, elle, aurait été assassinée. Donc, persuadée que la vérité repose sous ce mythique trésor, elle va s'aventurer dans une quête périlleuse et fascinante, car dans l'ombre, d'autres veillent prêts à tout pour protéger un secret millénaire.
Donc, on est quand même, je trouve, dans des zones assez originales. Là. Déjà, la Jordanie, puis un mythique trésor. Alors, à suivre pour cet ouvrage qui devrait être publié autour du 16 février. Et dernier titre que je vous parle pour le moment, c'est chez Le Cartanier. Donc, je vous montre cette couverture rose. La femme coupée en deux de Julie Foster. Donc, ça devrait être publié autour du 19 janvier. On a une protagoniste qui se nomme Louise, qui est diplômée de l'école du Louvre, quand même, et qui retourne s'installer à Lyon. Elle a décroché un contrat dans une fondation d'art. Elle, c'est une personne très rigide et droite. OK? Son chignon, il est lissé. Son chemisier, il est impeccable. Le pire qui pourrait y arriver dans sa vie, c'est de ressembler à sa mère, qui, elle, est tout l'inverse de la droiture. Sa mère, c'est une dramaturge fantasque et imprévisible qui a quitté son mari et sa fille pour aller vivre sa carrière en France. Puis sa mère, elle s'appelle Nadia. Puis Nadia va mourir dans un accident de voiture. Et puis là, Louise va avoir des décisions à prendre. Est-ce qu'elle reprend le flambeau de sa mère ou pas? Et ça va faire en sorte qu'elle va devoir mettre ses pieds dans l'univers désorganisé qui était sa mère. Puis ça, vous comprendrez que ça la rend complètement anxieuse, déphasée. Ça va complètement la déstabiliser parce qu'il n'y a rien qui est en ordre, il n'y a rien qui est maîtrisé dans ce projet. Donc voilà, une femme coupée en deux. C'est ça qu'on va suivre chez Le Cartanier. Et je passe la parole à Sylvain pour Québec Amérique. Yes! On commence avec Fabien Ménard qui publie Une éducation féministe le 10 mars. Donc, c'est annoncé pour le 10 mars. Alors que sa famille multiplie les beuveries assourdissantes et les jeunes terrifiants, le petit Fabien conserve sa candeur. Mais lorsque sa mère décide de lui inculquer une éducation féministe radicale, sa vision du monde s'en trouve transformée et le place dans des situations loufoques. D'autant qu'il entend bien diffuser la bonne parole féministe à ses camarades de classe. Voilà. Donc, là, je vais mettre un autre petit astérisque parce que le nom de l'auteur et le nom du personnage principal, on va voir, quoique là, ça a l'air quand même assez space, hein? Mais Ouais. on va voir. Moi aussi, ce que ça donne. Déjà, le titre, j'étais comme, est-ce que c'est un essai? Essai, oui. C'est ça. On garde un œil là-dessus, mais c'est quand même une sortie, puis ça a l'air intéressant. Ensuite, on a un livre de François Racine qui s'appelle Dans la gueule du fleuve. Ça, c'est annoncé pour le 3 février. Roman à la fois polyphonique, historique et psychologique, empruntant des éléments du fantastique et du réalisme magique, il y en a des affaires là-dedans, dans la gueule du fleuve. Raconte la croisée des mondes et les immenses défis des débuts de la Nouvelle-France à travers alliances, amitiés, rivalités, complots moins meurtriers que les maladies qui frappent en hiver. Donc, beaucoup de choses, là. Oui. Beaucoup de choses en ce La moment-là. couverture est mystérieuse aussi. Mm-hmm. Oui, j'aime beaucoup et ça a l'air de bouger beaucoup. Oui. Ensuite, le dernier que j'ai, c'est Hélène Rompré. Ça s'appelle Les vagues scélérates et ça sort le 17 février, mais ça aussi, j'ai mis un petit astérisque parce que je ne suis pas sûr si ce n'est pas un récit. Ouais. Donc, ce qu'on dit, c'est avec une plume percutante, l'autrice transforme sa rupture en triomphe littéraire. Donc, alors qu'elle est sur le point d'emménager avec son amoureux, Hélène se fait flusher par texto, sans signe avant-coureur, comme ces vagues qui surgissent en mer et engloutissent subitement les navires. Avec une bonne dose d'autodérision, elle essaie de comprendre ce qui s'est passé tout en comparant son petit drame au récit de guerre qu'elle enseigne. Fait que là, encore, on est dans la guerre, dans les vagues, dans des thèmes un peu similaires et possiblement dans l'autofiction, dans le récit. Donc, Oui, à c'est suivre. ça. Puis, je viens de regarder, là, je me demandais si j'avais lu quelque chose de cette autrice-là. Puis,
ça serait son premier roman adulte. Elle fait surtout dans la jeunesse. Oh. Ou en tout cas, c'est ça que les internets m'ont dit. Il semble avoir ici un roman qui est peut-être plus adulte, là. Mais non, je ne la connais pas. Donc, voilà. On continue avec Stanké. On lâche pas. On est capable. Alors, Stanké, on a 3 titres. D'abord, À toi, sinon qui, de Lauriane Derouin, qui nous est promis pour le 9 février. À toi, sinon qui prend la forme d'un cahier perdu, d'une bouteille à la mer lancée par la narratrice, une adolescente fuyant une certaine jeunesse et se lançant dans une quête effrénée pour retrouver sa meilleure amie qui l'a subitement quittée pour s'installer à Toronto. À travers ces rencontres souvent cocasses, parfois glaçantes, elle explore les limites de l'humain tout en laissant échapper une touche d'humour inattendu qui ajoute une nuance singulière à son récit. Entre amitié grandiose et amour déchiré, l'héroïne nous entraîne dans un tourbillon d'aventures et d'émotions où se mêlent la fragilité de l'adolescence et la force indomptable de la jeunesse. Moi, ça m'attire. Mhm. Je suis pas du tout neutre, là. Le résumé m'attire. Alors, le 9 mars, Hugo Meunier nous offre Les méchants meurent toujours à la fin. J'aimerais donc que ce soit vrai. Alors, l'histoire débute alors qu'une épidémie semble sur le point de passer au stade pandémique. Oh mon Dieu, que ça ne nous rappelle pas des bons souvenirs. Hein? C'est assurément devenu un problème bien tangible pour Adam, un ressortissant canadien coincé à Berlin, pris de vertige à l'idée de ne pas pouvoir rejoindre les siens pour, qui sait, attendre la fin du monde. Devant l'imminence de la mort, le dernier luxe n'est-il pas de vivre ça en famille? Aucune théorie n'est encore arrêtée officiellement sur ce qui se passe, ni sur les causes de cette nouvelle épidémie, mais une rumeur circule. Le virus frapperait de manière manichéenne. En clair, les bons survivent et les méchants meurent. C'est une bonne twist à la pandémie quand même. Oui. J'allais dire c'est too soon pour un roman de pandémie, mais bon, c'est peut-être une bonne twist. Peut-être. Et puis, sinon, le 23 février, Louis-Aymon Rosemère, ça, c'est de Michel Montreuil. Alors, un homme de 32 ans se trouve face à l'usine d'épuration au bout de la rue Louis-Aymon à Rosemère, là où il a grandi. Chaque pas qu'il pose vers l'usine lui rappelle son enfance et des fragments de vie qui ont fait de lui couverture temporaire. Ah boy! Ah! C'est parce qu'on a fait du copier-coller, puis là, j'ai une couverture temporaire là, qui est devenue imprégnée. Ah. J'ai comme quelque chose au milieu qui ne doit pas venir du résumé. Alors, imprégné de nostalgie et solidement ancré dans la géographie d'une ville de banlieue, ce roman nous entraîne dans l'intimité d'un protagoniste en pleine rupture amoureuse. Alors, ça, c'est prévu pour le 23 février. Excellent. On s'en va avec Tête première. On a un titre. Je vous montre Auguste Géant ici. Donc, roman de Nicolas Auclair-Tremblay. Nicolas Auclair-Tremblay, ça ne dit pas quelque chose comme nom, ça? Ça dit quelque chose, toi, Sylvain? C'est pas un auteur de jeunesse? Peut-être pas. Peut-être juste Nicolas. Non. Ça a l'air de nouveau... je pense que c'est un premier roman. Fait que je dis n'importe quoi, mais ça me disait comme quelque chose comme non. Alors, prévu pour le 10 février, on a Auguste Géant qui est encadré par un père inflexible. Il a hérité de lui la vanité, l'avarice et des habiletés à lire les gens et le monde des affaires. Donc, il applique les leçons du paternel pour construire sa vie. D'écolier à PDG, celle-ci craque comme Auguste valorise les petits succès et fuit les grands problèmes. Donc, sa vie craque. Il va se réfugier dans son ego qui va lui apporter aucun réconfort. Famille, amis, amoureuse, conseil d'administration, Auguste va brûler
tous ceux qui l'entourent alors qu'il veut prendre sa place de pièce maîtresse dans le monde. Donc, il est rongé par une colère qui le parasite depuis ses 4 ans, quand même, c'est jeune pour être rongé par la colère. Sa vie se disloque lentement, morceau par morceau, jusqu'à ses 41 ans. Et quand il s'effondre, non, jusqu'à ses 41 ans, quand il s'effondre d'être si fragmenté. Isolé, alors que son passé le rattrape, il va contempler le cul-de-sac dans lequel il se retrouve. Qui voudra encore l'écouter et à quel prix? C'est une très bonne question. Donc voilà pour Auguste, devrait être publié le 10 février. Et on a un titre chez Triptyque qui me semble bien intéressant et qui est, ma foi, très joli. Regardez ça ici. Là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, H de Sarah M. Tambo devrait être publié autour du 4 février. Donc, on a Sarah, puis là, Sarah, l'autrice Sarah, qui s'adresse à son psy dans l'espoir de se rendre plus tangible. Puis elle fait ça en rapatriant ses deuils et ses traumatismes d'enfance. Elle vogue parmi ses contradictions identitaires, noire ou blanche, autrice ou mère, saine d'esprit ou dérangée. Elle se dissémine et se dépouille pour faire apparaître un personnage qui va prendre racine à même son prénom. Donc, H, c'est 3 lettres du prénom de Sarah dans un autre ordre. Donc, H, cet être de cendre et de silence hante les souvenirs de Sarah et la pousse à une écriture ou en monologuant sur un fauteuil vert dans une relation thérapeutique parfois douteuse, elle risque de disparaître pour laisser l'autre en soi dessiner ses propres contours. Donc, c'est un roman troublant qui oscille entre la confidence et le bluff. L'autrice affronte avec courage, humour et compassion le besoin existentiel de se réconcilier avec soi-même. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, ce roman-là. Donc, on y va pour toi, Sylvain, avec VLB. Avec VLB, c'est un livre de Benoît Fizet, ça s'appelle Le King de Moscou, ça sort cet hiver, on n'a pas de date précise. C'est un imposteur attachant se fait passer pour un cinéaste dans l'espoir de faire carrière à Moscou, persuadé d'avoir mis la main sur un réalisateur américain réputé. Des oligarques russes ont embauché un simple étudiant en cinéma pour promouvoir leur nouveau bonbon à la menthe. Le jeune Francis Larose est un imposteur qui s'est inventé une identité en ligne pour satisfaire ses ambitions. Larose s'empêtre dans des mensonges de plus en plus compliqués qui, en plus de le mettre en danger, font ressurgir un passé douloureux. Il a grandi à Los Angeles dans une secte sous l'emprise d'un gourou mythomane. Ne serait-il pas en train de marcher dans les pas du menteur compulsif qui a détruit sa famille? Beaucoup de choses, là, ici, là. C'est lourd. Beaucoup de dangers de beaucoup d'endroits en même temps. Ensuite, on a un livre de Léo Jacob qui s'appelle Un verglas nommé Simone. C'est publié. Là, il faut que tu m'aides parce que tu as laissé une note que je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce livre-là, Sylvain. Okay? Parce que lorsque j'écris Un verglas nommé Simone, ça me donne Léo Jacob avec un D. Ça aurait déjà été publié en septembre 2025 chez Trécarré. Mais comme sur les livraires, ça n'existe pas, je ne suis pas capable d'avoir vraiment d'informations. La couverture que j'ai, ça donne cette affaire fantomatique-là. OK. Je comprends pas, genre, il a-tu été publié, il n'a pas été publié, ou il voulait être publié en septembre, puis les informations n'ont pas été... puis c'est pas Trécarré, nous autres, là, c'est VLB, fait que je comprends absolument rien de ce qui se passe. Mais on va y aller comme ça, puis on verra ce que... je vais vous dire de quoi ça parle, puis on verra si on finit par le voir un jour. Donc, à même pas 30 ans, encore une fois, 30 ans, c'est le chiffre magique cette saison. Oui. À même pas 30 ans, Alaric n'a plus envie de rien, à part de se trouver un raccoin où couler des jours tranquilles, à vivoter dans le silence dans son village ou ailleurs. Mais alors qu'il se retrouve claquemuré avec une gang de tout croche, une tempête de grêle s'abat sur tout le pays. Et puis, des couinements se font entendre sur le seuil. C'est un bébé.
et n'a pas de nom. L'ambiance vire mal. Alaric prend le bébé sous le bras, vole une Acura et file sur la route verglacée sans se poser de questions. Et voilà comment, quand on n'est pas prudent, la vie trouve le moyen d'avoir soudain un sens. Voilà. Yikes! Yikes, indeed. Et la dernière maison d'édition, Oui. les amis. XYZ, Maps, je ne vais pas aller dans l'ordre. Parfait. Je vais nommer celui de Patrice Lessard en premier. Je vous dirai après pourquoi j'ai voulu inverser mon petit coup de théâtre. Des secrets. Alors, c'est pressenti pour le 19 mars, La poésie de Patrice Lessard. Alors, ayant de toute façon décidé de mourir, pourquoi craindre la chute? Ariel, écrivain désabusé dont le dernier manuscrit a été refusé, fait un ultime voyage à Buenos Aires où il compte bien en finir. Avant de passer à l'acte, il revisite toutefois ses anciens amis, parcourt la capitale et surtout, il écrit un nouveau texte qu'il relit et corrige frénétiquement, exploitant les nuances de l'autofiction tout en se commettant, non sans une certaine autodérision, à la réflexion philosophique. La poésie de Patrice Lessard aborde avec finesse des thèmes graves dans une ironie qui fait hésiter entre le rire et les larmes. Et donc voilà, ça c'est pour pressentir le 19 mars. Et le 29 janvier, il y a Marie Gagnon qui nous offre Sortie de nuit. Et celui-là, il m'attire beaucoup aussi. Sortie de nuit décrit le monde marginal de la rue dans lequel l'autrice a elle-même vécu. Un univers marqué par la révolte, l'itinérance, la toxicomanie, le crime et les peines de prison. On y suit le parcours de reconstruction de Claudia, des abysses de la dépendance à la réinsertion sociale, le sevrage, les démarches judiciaires, les passages en prison, la demande de pardon, le retour aux études. Le roman est composé de courts récits qui voguent d'une époque à l'autre dans la vie de l'héroïne, de sa déchéance jusqu'à sa renaissance. Et ça me parle beaucoup. Tu sais, si on écoute un peu les nouvelles ces temps-ci, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'itinérance à Montréal. Il y en a aussi ailleurs dans la province, mais bon, j'habite Montréal, donc je suis plus sensible à ce qui se passe ici. Et il y a même dans l'actualité les dignitaires de l'itinérance, je pense qu'ils s'appelaient, qui ont été élus personnalité de l'année dans l'actualité, dont Annie Archambault, qui a le compte Instagram sur le bord de la ligne, que j'adore, que je suis avec bonheur. Je trouve qu'elle démystifie beaucoup de choses, c'est très, très bien. Donc, je fais de la pub pour d'autres choses, hein, je m'excuse, je prends du temps. Mais ça vaut la peine parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. Oui, on l'aime vraiment beaucoup. Donc, ce livre-là, je trouve que dans la conjoncture actuelle, c'est quelque chose qui, j'espère que c'est bien rendu, là, mais le sujet, je pense, c'est très important. Donc, voilà, c'était pour ça que je voulais finir avec celui-là. Tant qu'à avoir la parole pour finir. C'est excellent. C'est parfait. Donc, ça fait le tour de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a trouvé pour l'hiver. C'est sûr que l'hiver, c'est 3 mois jusqu'au mois de mars. Fait que ça se peut qu'il y ait d'autres titres dont on n'a pas parlé qui vont être éligibles. Ce que je vous dirais, c'est rester à l'affût sur soit le site Internet, je l'ai mis en commentaire, ou l'Instagram. Sur l'Instagram, je fais des stories à toutes les fois que je crée un nouveau formulaire. Aussi, je voulais vous dire, pour 2026, le formulaire va être un petit peu différent pour filtrer la notation. Donc, ce ne sera plus des notes, ça va être des énoncés. Puis, l'originalité, ça va changer un petit peu. Donc, je vous ferai peut-être une petite story pour vous expliquer, quoique c'est pas bien magique, là, mais pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais il va y avoir une petite différence de formulaire de celui de cette année. Ça ne sera plus avec des chiffres. Et restez aussi... Oui, la case DNF va rester. Je l'ai ajoutée à la fin. En fait, peut-être à l'été, j'avais commencé à l'ajouter pour tous les titres de l'été jusqu'à ceux récents, mais elle va rester la case abandon parce que, puis ça, c'est un... Merci de m'en parler. C'est un bon point.
oui, si vous avez apprécié un livre, venez voter, mais si vous ne l'avez pas apprécié aussi, venez voter. Donc, peu importe votre appréciation, il est important. Ça nous aide vraiment à comprendre si le livre est aimé ou pas, si on devrait s'y attarder ou pas. Donc, oui, merci pour ça. Donc, ça, bientôt, début février, vous devriez entendre parler des nominés pour 2025. Donc, sur les réseaux, ça va être annoncé les nominations pour meilleur roman, originalité et maison d'édition. Et si vous habitez proche de l'Outaouais ou si vous voulez faire le trajet, là, je ne vous empêche pas, au Salon du livre de l'Outaouais, le vendredi, je pense que c'est le 20 février, on va être en live, on va être en direct au salon, puis on va remettre les prix aux gagnants et gagnantes. Donc, si ça vous tente de nous voir en vrai, parce qu'on est vrai, là, pour vrai, on existe pour vrai, on n'est pas juste des hologrammes, ben, On nous a des serons là. jambes. On a des jambes! Fait que gardez ça en tête. Ça va être bien le fun pour une deuxième année d'avoir le plancher pour remettre nos prix. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour la poutine. Sur ce, ben, merci d'avoir été avec nous. Merci à mes panélistes d'avoir été avec moi pour parler de cette grosse saison qui s'en vient, en espérant que de magnifiques lectures seront dans notre futur. Et on se reparle prochainement, tout simplement.